en termes de compagnonnage, a échappé à ces trois personnages légendaires. Hein. C'est la légende. Alors vous avez à votre gauche Maître Jacques, au milieu vous avez le roi Salomon, et tout à fait au bout vous avez Soubise. C'est des personnages légendaires, et quand vous ferez le tour de cette maquette, là, vous verrez sur une des faces, ici, là, sculpté dans le bois, il y a Soubise, un jeune qui vient de faire cette maquette. Donc ces personnages sont encore très présents dans le circuit des jeunes. Alors Maître Jacques serait le fondateur du compagnonnage du devoir ou du saint devoir de Dieu. Il apparaît dans les textes du XVIIIe siècle. Maître Jacques serait un compagnon d'Hiram, maître d'œuvre et travaillant à la construction du temple de Salomon. Après avoir voyagé en Grèce, en Égypte et en Palestine, il est parti de chez lui à l'âge de ses 15 ans. Il serait arrivé à Jérusalem à l'âge de 36 ans, où il participe à la construction du temple de Salomon. Il quitte la Judée en compagnie de Soubise, compagnon d'Hiram lui aussi. Maître Jacques se retira en Provence, dans l'ermitage de la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, encore un lieu important pour le compagnonnage. On en parlera aussi tout à l'heure. Alors le roi Salomon, fils du roi David et de Bethsabée, fut d'après la Bible souverain d'Israël, environ de 930 à 970 avant Jésus-Christ. Salomon apparaît dans le compagnonnage vers la fin du XVIIIe siècle. Le roi Salomon apparaît comme le créateur du compagnonnage, à tel point que non seulement Hiram, Maître Jacques et Soubise furent des maîtres d'œuvre. Le troisième personnage, Soubise. La légende de Soubise est étroitement liée à celle de Maître Jacques. Soubise aurait donc été lui aussi l'un des architectes du temple de Salomon. D'après une autre légende, Soubise, ou plus exactement le père Soubise, parce que dans le compagnonnage actuel, il s'appelle le père Soubise, aurait été un moine bénédictin qui aurait vécu au XIIIe siècle. En Charente, il y a un village qui s'appelle Soubise. Laissons de côté les légendes sans les ignorer. Les historiens situent les origines des premières sociétés à caractère compagnonique à l'époque des croisades et des constructions des cathédrales gothiques. Les archives compagnoniques informent guère qu'à partir du XVIIIe siècle, dans une société où la tradition orale tient une place prépondérante. L'événement historique n'a pas toujours été consigné, conservé ou transmis par écrit. Rédigé en 1268, Étienne Boileau, prévôt de Paris, édite le Livre des métiers. Ce livre fut condamné par Louis IX, qui s'inquiète de l'existence de corps de métier sauvagés, voulut fixer des statuts officiels afin d'éviter certaines turbulences. Parmi tant d'autres, relevons une phrase assez significative. Il est désormais interdit à tout ouvrier de quitter son maître sans son accord. Ça voulait dire déjà que peut-être il y avait des voyageurs. C'est donc une première allusion à certains ouvriers voyageurs. En 1420, le roi Charles VI rédige une ordonnance à l'intention des cordonniers de la ville de Troyes. Une allusion au Tour de France compagnonique est claire. Il est dit « Plusieurs compagnons et ouvriers du dit métier, de plusieurs langues et nations, allaient et venaient de ville en ville, œuvrer pour apprendre, voir et savoir des uns des autres. » Nouvelle photo. Alors on a encore ces trois fondateurs. Alors ces fondateurs, ils se trouvent sur le fronton de la première maison des compagnons à Lyon, qui a été érigée en 1941. Elle est toujours existante. Et ces trois fondateurs sont toujours présents.
1539, dans la célèbre ordonnance de Villiers-Cotterêts, qui impose le français dans les actes officiels, François Ier réitère les condamnations de ses prédécesseurs. Il dit ceci: suivant nos anciennes ordonnances et arrêtés de nos cours souverains, seront abattus, interdits et défendus toute confrérie de gens, de métiers et artisans sur tout notre royaume. Donc ça voulait dire que déjà, on ne sait pas pourquoi, hein, on se méfiait de tous ces gens qui se réunissaient plus ou moins en secret et qui véhiculaient à travers le pays des connaissances et peut-être autre chose. 1540, un procès verbal des archives judiciaires de Dijon cite des noms compagnonniers tels que Robert de Pontoise et Joanne de la Motte. Ces deux compagnons cordonniers, peut-on lire, allaient goûter chez la mère. L'existence des mères ne fait plus de doute. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais on en parlera aussi puisque c'est un personnage central dans le compagnonnage ancien et moderne. Bien entendu, il y a un problème religieux. Du XIIIe siècle aux premières années du XVIIe siècle, les associations du devoir se développent, apportant le plus grand soin à l'accueil des ouvriers voyageurs, embauche, hébergement, solidarité, entraide. Jusqu'à présent, le royaume était le seul adversaire des compagnons, lesquels, en bravant les corporations, osaient défier le pouvoir royal. Le XVIIe siècle marque un tournant important dans l'histoire du compagnonnage avec une Église de France qui participe aussi à la condamnation du devoir. On le verra aussi tout à l'heure. Vous savez, les compagnons ont une transmission, ont une réception, ont des rites, et les religieux se méfiaient de ces gens qui peut-être faisaient des choses que seule l'Église pouvait faire. En fait, la religion catholique ne peut plus tolérer une association ouvrière qui, non contente, je viens de le dire, je crois, vient emprunter des éléments à la symbolique chrétienne pour les rituels de réception de ses nouveaux membres. En 1685, la rénovation de l'édit de Nantes entraîne de graves conséquences dans un paysage compagnonique en quête d'une unité. Compagnons catholiques et protestants ne peuvent plus cohabiter dans le cadre de la même famille. Ainsi naissent les rivalités entre compagnons qui entraînent des luttes. Photo. Alors, à ce que pouvait ressembler un compagnon quand il voyageait, hein, puisqu'il voyageait à pied, hein, il n'y avait pas les moyens matériels et financiers pour emprunter le train ou je ne sais quel, ou la diligence. Donc, il a son sac à dos, son chapeau au fond, et sa canne de compagnon pour l'accompagner. À cette époque, les corporations voyagent seules, c'est-à-dire que les charpentiers vont dans un bistrot où on peut manger et où on peut être hébergé. Et c'est d'où là sort ce nom de mère, parce que la dame qui tenait ce bistrot avec son mari veillait aux jeunes gens et puis des fois leur passait derrière parce qu'ils ne se tenaient pas bien ou parce qu'ils avaient bu un coup un peu trop fort. Donc petit à petit, elle a pris ce nom de mère alors qu'elle ne ressemble pas à la mère des compagnons d'aujourd'hui. Mais elle était là, elle tenait tout ça en main. Et chaque métier pouvait être dans la même ville, mais dans des bistrots différents, dans des gargotes différentes. Alors les différents groupes de compagnons se disputaient le travail. Des concours sont organisés pour savoir de qui aurait l'embauche d'une ville. Exemple, de la chaire à prêcher de Montpellier, qui a opposé en 1803 et 1804 les compagnons du devoir de liberté et les compagnons devoirants du même métier. On peut avoir la photo. Encore un peu plus loin, peut-être, on va voir la photo. Alors, voilà les compagnons sur la route, hein, pour se disputer la ville. Eh bien, ils se battaient, ils allaient jusqu'à la mort. Hein.
Alors le concours de la chaire à prêcher de Montpellier, qui est célèbre dans le compagnonnage, que voilà, c'était pas une bricole, hein. Pour ceux qui travaillent le bois ou d'autres, vous voyez le devant, là, c'est galbé, hein, c'est des panneaux galbés, c'était un travail compliqué. Alors, il y avait un jury qui proposait le sujet, et les deux groupes de compagnons qui se disputaient le marché du travail étaient fermés dans des ateliers séparés. Ils avaient un certain temps pour réaliser ce travail. Et à la sortie, le même jury jugeait qui avait mieux travaillé pour avoir le marché. Ils ne se disputaient pas le marché pour 2 ans, pour 100 ans. Ils ne rigolaient pas, hein. Alors cette chaire à prêcher est célèbre parce que il y a un groupe de compagnons, le compagnon qui a fait le travail, l'a présenté comme ça. Et l'autre compagnon l'a présenté en 1000 morceaux, démonté. Premier conflit, ça commençait à mal se passer sans qu'on ait corrigé. Bon, il y a eu la discussion et le compagnon s'est mis à monter, mais en moins de rien, son travail. Parce que les autres les soupçonnaient de ne pas avoir bien fait les mortaises, les colas, les nanana. Alors ça a été encore une discussion assez longue pour savoir qui c'est qui allait emporter le morceau. Mais ils ne plaisantaient pas, hein, c'est pas une bricole, hein, ce travail, hein, fait pour les...